Après le funérailles de leur père, une fille de 7 ans serra son petit frère âgé d'1 an seulement, leurs vêtements éparpillés sur le sol, les larmes se mélangeant à ses supplications désespérées. Devant elle, la belle-mère et son amant levèrent leur verre de vin en célébration, sans aucune trace de pitié. À cet instant précis, un millionnaire apparut soudainement, intervenant comme par destin, exposant leur cruauté et ouvrant un chemin vers la justice. Personne ne s'y attendait. Avant de commencer l'histoire, laissez-nous un commentaire avec vos pensées et dites-nous de 1 à 10 combien de points vous donneriez à notre histoire. Et maintenant, commençons. La Mercedes Classe S noire glissait en douceur sur la route. Ce matin calme à Scarsdale semblait beaucoup trop paisible comparé à la lourdeur qui pesait sur le cœur de Jonathan Reed. Il était un avocat millionnaire, propriétaire de plusieurs grandes études d'avocat à New York, vêtu d'un costume Armani gris clair, son col impeccable. Il portait l'apparence polie d'un homme habitué au monde des contrats, des tribunaux et des transactions de milliards de dollars. Pourtant, personne ne savait qu'il avait vécu autrefois dans un orphelinat froid, dormant sur un lit de fer bancal, se réveillant de nombreuses nuits de faim. Ce n'est que grâce à un bienfaiteur anonyme qui avait laissé une donation et quelques mots d'encouragement qu'il avait réussi à avancer. Après des années de recherche, le détective Maria Santos avait enfin découvert l'identité de ce bienfaiteur. L'homme qui avait sauvé la vie de Jonathan était David Carter, le même homme qui était décédé récemment dans un tragique accident. Jonathan conduisit jusqu'à Scarsdale avec un seul espoir dans sa poitrine. Parler au moins un mot de remerciement à la famille de l'homme qui avait changé sa vie et son destin. Pourtant, ce trajet le remplissait d'un malaise inébranlable, d'une inquiétude lancinante et du nombre de doutes sur l'histoire familiale du bienfaiteur qui l'avait autrefois soutenu. Lorsque sa voiture tourna dans la rue menant au domaine des Carter, la vue devant lui fit figer Jonathan sur place. Devant la maison, une petite fille d'environ 7 ans serrait un bébé d'à peine 1 an dans ses bras. À côté d'eux gisait une valise renversée, des vêtements, des chaussures et un ours en peluche éparpillé sur le sol. La fille se pencha, ramassant chaque objet avec des mains tremblantes. Son petit visage était strié de larmes, ses yeux rouges et gonflés. Pourtant, elle tenait toujours son petit frère serré contre elle pour l'empêcher de tomber. Debout devant les 2 enfants se trouvait une femme dans une robe rouge éblouissante, les lèvres peintes d'un rouge profond, sa posture rigide. Cette femme était Vanessa Blake, la belle-mère qui s'était mariée moins de 8 mois après la mort de la première femme de David Carter, décédée des suites de complications après l'accouchement. Vanessa inclina froidement le menton, sa voix comme de la glace. Sors de ma maison, espèce de racaille. Je ne veux plus voir ton ombre ici 1 minute de plus. À ses côtés se tenait Richard Hale, un homme dans la trentaine, les cheveux gominés en arrière et les yeux embués par l'alcool et la cupidité. Le costume cher qu'il portait masquait peu la paresse et la vulgarité dans chacun de ses mouvements. Il n'était autre que l'amant de Vanessa, un homme qui se cachait derrière un sourire tordu tout en profitant de la tragédie de la famille Carter. Il ouvrit une bouteille de vin rouge, le craquement sec résonnant dans le hall comme une déclaration moqueuse. Aujourd'hui devrait être une célébration de la liberté, pas du deuil. David est parti et ce qui reste n'est qu'une farce. Jonathan resta immobile, la main serrée. Avant qu'il ne puisse faire un pas, il entendit les sanglots de la jeune fille éclater. Emily Carter, la seule fille de David, tomba à genoux sur les marches de pierre, sa voix étranglée. S'il vous plaît, ne nous jetez pas dehors. Je ferai tout dans la maison. Juste ne nous enlevez pas notre foyer. Nous avons seulement besoin d'un endroit où rester. S'il vous plaît, maman. Le mot maman craqua dans sa gorge, mais ce qu'elle reçut en retour ne fut qu'un regard de haine. Vanessa serra les dents et donna un coup de pied violent dans la valise, les vêtements se déversant davantage, tombant sur le sol humide et froid. Cette ordure ne mérite pas de mettre le pied dans la maison des Carter. Penses-tu que le nom des Carter te sauvera? Ton père est mort, et maintenant tu n'es plus rien, petite morveuse et inutile. Emily trembla en serrant plus fort son petit frère Michael, son visage strié de larmes. Je vous supplie, Michael est si petit, il ne peut pas supporter ça. S'il vous plaît. Richard inclina la tête, avala une gorgée de vin,
puis posa le verre avec un sourire cruel. Sale gosse, arrête de faire pitié, tu n'es qu'une nuisance. Si ce n'était pas ton stupide père qui vous avait laissé tous les deux, je vous aurais jetés tous les deux dans la rue dès le premier jour. Vanessa se pencha si près d'Emily que leurs visages se touchèrent presque, ses yeux brûlants de jalousie. N'ose pas m'appeler maman. Je n'ai jamais été ta mère et je ne le serai jamais. Cette maison est à moi maintenant. Toi et ce petit garçon n'êtes qu'un fardeau. Sors, disparais de ma vue, avant que je n'envoie quelqu'un vous mettre tous les deux dans un orphelinat. Richard laissa échapper un rire moqueur, glissant son bras autour des épaules de Vanessa comme pour appuyer ses paroles. Allez, ma chérie, jette-les dehors, ce sera bon pour eux. Laisse la fille s'asseoir dehors, serrant son petit frère et pleurant pendant quelques nuits, elle apprendra vite que personne dans ce monde n'a pitié d'elle. La police nous croira, pas une petite gamine reniflante. Emily s'effondra, les larmes coulant, sa voix se brisant de désespoir. Je serai gentil, je ferai tout, s'il vous plaît. Ne nous rejetez pas. Mon papa me manque, j'ai besoin de lui, s'il vous plaît. Ne. Vanessa la coupa, sa voix aussi vive qu'une lame frappant l'air. L'air se glaça. Jonathan était resté là tout ce temps, chaque mot le blessant comme une plaie ouverte. En cet instant, les souvenirs de sa propre enfance à l'orphelinat lui revinrent en mémoire, quand lui aussi s'était agenouillé devant une porte froide et avait été chassé de la même manière. Il inspira profondément et claqua la portière de la voiture, le son résonnant dans la cour silencieuse. Jonathan Reed se dirigea droit vers les marches, ses yeux assombris, sa voix résonnant basse et ferme. « Ça suffit. » Jonathan traversa rapidement la pelouse, se pencha et ramassa le petit poule qui venait de tomber de la valise. Il en enleva la terre, le rendit à la jeune fille, puis se plaça fermement devant les marches. Emily se figea en voyant le seul adulte qui ne lui criait pas dessus. Ses yeux embués de larmes essayèrent de rester fixes, tandis qu'elle serrait son petit frère contre elle. Michael remua, son souffle sortant d'un halètement effrayé. Jonathan abaissa sa voix pour que les enfants puissent l'entendre clairement. « Tiens ton frère serré, je suis là. » Il leva la tête et fixa droit la femme en robe rouge et l'homme tenant un verre de vin. « Pourquoi jetez-vous des enfants hors de la maison alors que leur père vient de décéder? » Richard sourit et leva son verre comme pour trinquer. « Affaire de famille, les étrangers n'ont pas à s'en mêler. » Jonathan ne détourna pas le regard. Il fit un pas en avant, juste assez pour se mettre à leur niveau, puis se tourna et se pencha à la hauteur d'Emily, sa main reposant doucement sur son épaule, assez chaude pour arrêter ses tremblements. « Quel est ton nom? » La jeune fille se lécha les lèvres, essayant d'avaler ses larmes. « Je m'appelle Emily Carter. Voici mon petit frère Michael. » Jonathan hocha la tête, parlant lentement pour qu'aucun mot ne soit perdu. « Je suis Jonathan Reed. Je pratique le droit. Je connaissais votre père, David. » Il se tourna vers Vanessa, sa voix s'abaissant encore. « Je connaissais David Carter. Ce sont ses enfants. Vous n'avez pas le droit de faire ce mal. » Vanessa ricana, mais ses lèvres se courbèrent toujours en un faux sourire, tandis que ses mains lissaient l'ourlette de sa robe, comme si elle était à un gala. « Oh, vous avez mal compris. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour eux. Ces enfants sont jeunes, ils ne savent pas mieux, ils n'arrêtent pas de rappeler le passé. Je dois me concentrer sur l'avenir, et bien sûr, cet avenir est à moi. » Soudain, Emily agrippa la main de Jonathan, comme si c'était une bouée de sauvetage. Jonathan ne retira pas sa main. Il resta ferme, adoptant la voix qu'il utilisait au tribunal. « Madame Blake, vous jetez 2 enfants dans la rue. C'est de la mise en danger. Si vous n'arrêtez pas, j'appellerai le 911 et les services de protection de l'enfance immédiatement. » Richard leva son verre, s'appuya en arrière sur sa chaise et laissa échapper un petit rire avant de parler avec l'air d'un homme faisant une leçon. « Allez-y, appelez, mais la police nous croira. Qui croirait un étranger qui vient d'apparaître, soutenu seulement par quelques larmes d'une fillette de 7 ans? » Aux yeux de tous, ils étaient la famille légale et Jonathan n'était qu'un individu qui se mêlait des affaires d'un autre foyer. De l'autre côté de la clôture, une femme d'âge moyen passa la tête par-dessus, un téléphone à la main, enregistrant. Sa voix était tremblante mais forte. « Je suis Linda Green, la voisine. J'ai tout vu depuis le début. Si nécessaire, je témoignerai. Je ne resterai pas silencieuse pendant que des enfants sont traités de cette façon. » Au bout de la rue,
La porte du poste de garde s'ouvrit. Un homme noir en uniforme de sécurité résidentielle accourut. Son badge indiquait Howard Bennett. Il jeta un coup d'œil aux vêtements éparpillés et aux deux enfants. Que se passe-t-il ici? Je vais déposer un rapport et l'envoyer au gestionnaire de la propriété. Les caméras de surveillance enregistrent tout. Le visage de Vanessa s'assombrit, ses yeux jetant un regard nerveux vers la caméra au-dessus de la porte. Jonathan saisit le moment, se pencha, souleva Michael dans ses bras et prit la main d'Emily. Désormais, ces deux enfants viennent avec moi. Si vous faites encore un pas de plus, j'appelle la police sur le champ. Vanessa descendit les marches en balayant, bloquant son chemin. Vous comptez kidnapper les enfants de quelqu'un d'autre en plein jour? Jonathan ne recula pas. Il parla lentement, chaque mot délibéré, comme s'il récitait une clause légale. Personne n'est kidnappé ici. Je retire des enfants d'une situation dangereuse. Vous venez de les jeter dehors devant des témoins et des caméras. Si vous voulez discuter, nous nous rencontrerons au tribunal. Emily inclina la tête vers lui, serrant ses lèvres pour ne pas pleurer. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. Jonathan donna un léger hochement de tête. Je ne partirai pas. Richard redressa son col et jeta un regard de mépris à Linda Green. Éteins ce téléphone, espèce de fouineuse. Linda ne le fit pas. Je vais envoyer ça à la police si je dois. Howard Bennett se tenait de biais, baissant sa voix, mais s'assurant qu'elle portait. Monsieur Reed, il y a une sortie latérale par le parking devant. Si vous voulez éviter une scène, prenez cette voie. Jonathan lui adressa un signe de tête reconnaissant. Il se pencha et dit à Emily, « Tiens ma main fermement, nous partons maintenant. » Vanessa tira violemment sur la valise, faisant une dernière tentative pour l'arrêter. « Hypocrite! Tu ne fais ça qu'à cause de Carter, n'est-ce pas? Tu penses qu'en prenant ses enfants, tu prendras aussi cette maison? » Jonathan garda sa voix calme. « Je fais ça pour les enfants. » Il tira la valise vers lui, berçant Michael tout contre sa poitrine pour que le bébé n'ait pas peur. Emily le suivit docilement, ses pas petits mais fermes. Linda ouvrit le portail latéral. Howard se tenait bien en travers, bloquant Richard pour qu'il ne puisse pas les attaquer. Toute la cour semblait retenir son souffle pendant qu'ils traversaient. Le cri de Vanessa retentit derrière eux, résonnant contre les murs de pierre. « Tu regretteras de t'être impliqué là-dedans. » Jonathan ne regarda pas en arrière. Il ouvrit la portière de la voiture, plaça Michael dans le siège enfant, boucla les sangles solidement, puis aida Emily à monter. Il se pencha, tirant une fine couverture sur les deux enfants. Ses yeux captèrent le reflet de Vanessa dans le rétroviseur. « Ça va, dit-il doucement, posant sa main sur celle d'Emily comme une promesse. « Désormais, je suis là. » Il ferma la portière et contourna la voiture pour s'asseoir au siège du conducteur. Le moteur ronronna. La voiture quitta le domaine des Carter, laissant derrière elle le cliquetis des verres de vin contre la pierre et une traînée de menaces. À l'arrière, Emily baissa la tête et embrassa le front de son petit frère, murmurant comme à elle-même, mais aussi à l'homme qui venait d'entrer dans leur vie. « Merci. » Jonathan agrippa le volant, expirant lentement. Avec ce souffle, un vieux souvenir se ferma et une nouvelle promesse s'ouvrit. Sur la voie opposée, une voiture de patrouille de quartier passa, ses gyrophares clignotantes sur le pare-brisé, un rappel que la prochaine confrontation ne serait pas seulement une question d'émotion, mais aussi de loi et de vérité. La voiture s'engagea sur la route principale. Le téléphone de Jonathan vibra. Le nom de l'appelant apparut à l'écran. Maria Santos. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur aux deux enfants, puis répondit. « Maria, je les ai. J'expliquerai plus tard. Aide-moi juste à organiser un endroit sûr pour ces enfants. » La voiture traversa les rues éclairées de Manhattan. Jonathan garda une ferme prise sur le volant, ses yeux jetant toujours un coup d'œil au rétroviseur. Emily serrait Michael dans le siège arrière, ses grands yeux vides comme si elle venait de traverser un cauchemar. Lorsque la voiture s'arrêta devant son immeuble de grande hauteur, Jonathan sortit le premier, ouvrit la portière arrière, souleva Michael dans ses bras, puis tendit la main à Emily. La petite fille hésita, puis la prit enfin. L'appartement était spacieux, luxueux, mais calme. Jonathan plaça Michael doucement sur le canapé, tira une couverture sur lui, puis se tourna pour verser un verre de lait chaud. Il le posa devant Emily, sa voix lente et aussi douce que possible.
Ici, personne ne vous jettera dehors. Toi et ton frère êtes en sécurité maintenant. Emily fixa le verre de lait, ses petites épaules tremblant toujours. Elle murmura comme si elle ne parlait qu'à elle-même. Papa disait toujours que si quelque chose de mal arrive, il faut chercher une bonne personne à qui faire confiance. Mais est-ce qu'il reste encore des gens bien? La question lui transperça la poitrine comme une lame. En un éclair, il vit son jeune moi agenouillé devant la porte froide de l'orphelinat, posant la même question. Y a-t-il encore des gens bien? Il s'assit à côté d'Emily, posa fermement une main sur son épaule et la serra fermement. Il y en a, et ce soir, la bonne personne ne vous abandonnera pas. Emily releva la tête, ses yeux fatigués brillant d'une faible étincelle d'espoir. Jonathan ne dit rien de plus, se contentant de traîner la valise déchirée dans un coin et de replier soigneusement les vêtements froissés à l'intérieur. Le téléphone sur la table sonna, l'écran affichant un nom familier. Jonathan décrocha et entendit une voix féminine ferme. Monsieur Reed, c'est Maria Santos. J'ai sécurisé les données de la voiture de David Carter. Nous devons nous rencontrer immédiatement. Maria Santos était une détective privée d'origine portoricaine, dans la quarantaine, une ancienne officier de la brigade criminelle qui avait quitté la police parce qu'elle détestait faire des compromis avec le pouvoir. Elle était connue pour sa nature directe, sa voix tranchante et ses yeux qui ne rataient rien. Jonathan avait embauché Maria des mois plus tôt pour traquer le bienfaiteur secret de ses jours d'orphelinat. Jonathan serra son téléphone, son tomba. « Envoyez-moi l'adresse, j'y serai tout de suite. » Il se tourna vers Emily et dit doucement, « Reste ici et occupe-toi de ton frère. Je partirai un court moment, puis je reviendrai. Il y aura de la sécurité en bas. Personne ne pourra entrer. » Emily mordit sa lèvre, sa voix tremblante. « Vous ne partirez pas pour toujours, n'est-ce pas? » Jonathan se pencha, croisant son regard. « Je promets que je reviendrai, et chaque fois que je donne ma parole, je la tiens. » Tard dans la nuit, un petit café près de Union Square était presque vide. Maria Santos était déjà assise dans un coin, portant une vieille veste en cuir, ses cheveux noirs attachés proprement. Sur la table se trouvait une petite clé USB argentée. Jonathan sortit une chaise et s'assit. Maria ne perdit pas de temps. Elle brancha l'USB dans son ordinateur portable et tourna l'écran vers lui. Une image granuleuse vacilla. À l'intérieur d'une voiture, David Carter était assis au volant. Son visage était tendu, sa voix rauque d'urgence. « Si jamais j'ai un accident, quiconque trouve ceci, s'il vous plaît, protégez Emily et Michael. Vanessa et Richard, ils ne sont pas dignes de confiance. Ils veulent l'entreprise, toute la fortune. Mais ce qui compte le plus, ce sont les enfants. Ne les laissez pas tomber entre leurs mains. » La voix de David se brisa, puis l'écran devint noir. Jonathan se figea, son souffle se coinça comme si quelqu'un lui serrait la poitrine. Il tendit la main, toucha le bord de l'écran et murmura si faiblement que c'était presque inaudible. Il est l'homme même que je cherchais toutes ces années. Il dit, « Merci. David est celui qui m'a parrainé quand j'étais encore à l'orphelinat. Sans lui, il n'y aurait pas de Jonathan Reed aujourd'hui. Je lui dois toute ma vie. » Il baissa la tête dans ses mains un bref instant, puis la releva rapidement, ses yeux perçants de résolution. « Maria, j'ai besoin de tout ce que vous avez, toute preuve prouvant que la mort de David n'était pas juste un accident. » Maria ferma l'ordinateur portable et lui glissa une clé USB sur la table, sa voix ferme. Chaque mot précis. « Monsieur Reed, ils ne veulent pas seulement la fortune. Je ne crois pas que cet accident était aléatoire. Je suis certain qu'il y avait une main derrière cela. » Jonathan serra la clé USB dans sa paume comme s'il tenait la vie même de David et l'avenir d'Emily et Michael. Dehors, les voitures traversaient la nuit lumineuse de Manhattan. En lui, un vœu prenait forme, une promesse qu'aucune tragédie ne serait plus jamais permise de consumer ses enfants innocents. Jonathan quitta le café, marchant rapidement vers sa voiture, sa main tenant toujours la clé USB, comme s'il la laisser tomber signifiait perdre la vérité elle-même. La Mercedes glissa dans les rues presque vides. Manhattan brillait de lumière cette nuit-là, mais dans ses yeux, tout était couvert d'ombre. Quand il retourna à l'appartement, Jonathan ouvrit la porte et trouva Emily toujours assise sur le canapé. Elle serrait un oreiller, ses grands yeux fixants sans cligner, clairement incapable de dormir ne serait-ce qu'un instant. Michael dormait déjà, respirant doucement dans le berceau que Jonathan avait acheté à la hâte.
En bas, Jonathan enleva son manteau, posa sa maillette à part et s'assit à côté d'Emily. Il ne parla pas tout de suite, attendant que la jeune fille commence. La voix d'Emily était rauque de longues heures de pleurs, ses yeux gonflés et rouges. Oncle, pourriez-vous nous laisser rester? Je ferai toutes les corvées de la maison, nettoyer les sols, laver la vaisselle, cuisiner des repas. Juste, s'il vous plaît, laissez Michael avoir un foyer. Il est si petit, il a besoin d'un endroit pour dormir en paix. Je ne veux pas qu'il erre sans abri. Jonathan se figea. Il se tourna entièrement vers elle, regardant ce jeune visage. Son cœur lui fit mal comme s'il se voyait enfant. Emily, tu n'as pas besoin de supplier comme ça. Ici, personne ne vous chassera, je vous le promets. Michael aura une maison, et vous aussi. Emily ne put plus se retenir. Elle enfouit son visage dans son épaule et éclata en sanglots. Des larmes chaudes trempèrent son costume, laissant une tache humide. Jonathan l'enlaça, sa poitrine se serrant. Il sentit le passé et le présent se mêler, sa propre douleur d'enfance trouvant du réconfort en consolant cette petite fille. Michael remua dans le berceau, pinça ses lèvres un instant, puis se détendit à nouveau, sa respiration légère et calme. Jonathan se pencha, passa doucement une main sur les fins cheveux du garçon et murmura « Tu n'es plus seul ». Le bruit soudain de la télévision les surprit tous les deux. Jonathan tendit la main vers la télécommande, prêt à l'éteindre, mais se figea devant l'image à l'écran. La chaîne d'information diffusait en direct. Vanessa Blake était assise au milieu du salon de la Carter Mansion, son visage strié de mascara étalé, sa voix tremblante portant le poids d'une tristesse mise en scène. « Mon mari vient de décéder. Mon deuil n'a pas encore cessé et maintenant, un étranger m'a enlevé les enfants. J'ai peur, ne sachant pas ce qui va leur arriver. S'il vous plaît, je supplie tout le monde d'aider à les ramener à la maison. » Derrière elle, Richard baissa la tête comme pour essuyer ses larmes, mais pendant une fraction de seconde, le coin de sa bouche se courba en un sourire narquois. Des reporters se pressèrent pour capturer chaque angle, des titres clignotant à l'écran. Millionnaire Jonathan Reed, kidnappeur des enfants Carter. Emily bondit, serrant Jonathan étroitement, les larmes coulant une fois de plus. Ils ont dit que tu nous avais kidnappés. Jonathan tint la petite fille dans ses bras, sa voix profonde et froide comme l'acier. Écoute-moi, c'est juste leur coup. Je ne vous kidnappe pas, je vous sauve. Nous prouverons ça. Il appuya sur le bouton et éteignit la télévision. L'écran devint noir. Le silence emplit l'appartement. Jonathan se leva et marcha vers la fenêtre. Du haut étage, les lumières de la ville se reflétèrent sur son visage, soulignant sa détermination. Il regarda les deux enfants et sentit comme si un feu brûlait en lui. « Si c'est une bataille, murmura-t-il, je l'amènerai jusqu'à la fin. » Son téléphone vibra dans sa poche. Jonathan jeta un coup d'œil à l'écran. « Maria Santos. » Il répondit immédiatement. La voix de Maria vint rapidement, sans hésitation. « Monsieur Reed, j'ai trouvé un autre détail dans la vidéo. Vous devez le voir tout de suite. Cela pourrait tout changer. » Jonathan serra le téléphone, ses yeux brillants. Il savait que les dernières paroles de David Carter avaient encore quelque chose de non dit. Et cela pourrait être la clé pour faire tomber Vanessa et Richard. Il tourna la tête pour voir Emily et Michael blottis ensemble sur le canapé, puis regarda la clé USB sur la table. Il savait que cette nuit ne serait pas seulement une longue nuit. C'était le début du combat qu'il n'avait d'autre choix que de gagner. Jonathan était assis dans son bureau, la clé USB posée proprement sur le bureau. Dehors, la fenêtre de Manhattan brillait de mille feux la nuit, mais tout ce qu'il pouvait entendre était le son de sa propre respiration. Lorsque le téléphone vibra, il le décrocha. Maria Santos avait organisé une rencontre avec lui dans son petit bureau dans un quartier de Brooklyn. Jonathan mit son manteau et se tourna vers Emily qui était assise sur le canapé, tenant Michael endormi. Le bureau de Maria Santos se trouvait dans un vieil immeuble de 3 étages avec un atelier de couture à l'étage et une épicerie en dessous. La petite pièce était éclairée par une lampe jaune qui projetait sa lumière sur des piles de classeurs encombrés. Maria était assise derrière le bureau, ses cheveux noirs attachés, ses yeux vifs et alertes. Sur la table, un petit enregistreur diffusait une conversation. La voix de Richard se fit entendre, rauque et agitée. « J'ai trafiqué la carte de circuit de la voiture. Il ne survivra pas. » La voix amère de Vanessa coupa.
Tu es tellement stupide. Si ça sort, tout s'effondrera. Mais au moins maintenant, cette maison nous appartient. Jonathan resta immobile, sa mâchoire serrée, sa main crispée jusqu'à ce que les veines deviennent blanches. Chaque mot coupait sa mémoire comme une lame. Maria le regarda, son ton calme, mais portant une trace d'inquiétude. C'est une preuve supplémentaire tirée de la caméra du garage. Ce n'est pas suffisant pour porter plainte immédiatement, mais c'est suffisant pour prouver que l'accident n'était pas seulement un accident. Jonathan ferma les yeux un moment, puis se leva. Il savait qu'il venait d'entrer dans un jeu sans retour. Quand il retourna à l'appartement, Emily était toujours éveillée, ses grands yeux le regardant entrer. Elle demanda doucement, sa voix aussi fine qu'un fil fragile. « Tu as découvert quelque chose sur mon père? » Jonathan hésita. La clarté de son regard ne lui laissait aucune échappatoire à la vérité. Finalement, il hocha la tête. « Ton père était courageux. Il connaissait la vérité et a quand même choisi de te protéger, toi et ton frère. » Emily serra l'ourlet de sa chemise, murmurant avec une maturité soudaine qui le surprit. « Si c'est vrai, alors je dois être courageuse aussi. Je n'ai plus peur de ma belle-mère. » Jonathan la regarda dans les yeux et aperçut un peu de lui-même enfant, un enfant poussé dans un coin, mais tenant toujours une étincelle de lumière en lui. L'après-midi suivant, Jonathan se rendit délibérément chez une femme qui était restée silencieusement devant le portail du manoir le jour des funérailles. La porte en bois s'ouvrit, révélant sa silhouette élancée aux cheveux grisonnants, mais ses yeux étaient vifs et résolus. « Je suis Linda Green, la voisine des Carter », se présenta-t-elle. Jonathan hocha la tête, sa voix profonde mais sincère. « Madame Green, je veux vous inviter à vous présenter et à dire la vérité. Je sais que vous avez été témoin ce jour-là. Vos mots pourraient changer le cours de cette bataille et sauver ces enfants. » Les mains de Linda tremblèrent légèrement, puis se resserrèrent. De l'intérieur de la pièce, Emily jeta un coup d'œil, la reconnaissant instantanément. « Je me souviens de vous. Vous étiez là ce jour-là, à la grille. » Linda entra et s'assit sur une chaise. Sa voix se noua, mais chaque mot était clair. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Vanessa et cet homme ont jeté les enfants hors de la maison comme s'ils se débarrassaient d'un objet. Je témoignerai. Je ne peux pas rester silencieuse quand le mal piétine les enfants. » Jonathan lui serra la main, la gratitude brillant dans ses yeux. « Merci. Je sais que ce n'est pas facile de se présenter. » Linda baissa les yeux vers la table, son regard s'assombrissant un instant. « Quand j'avais l'âge d'Emily, mon père est parti avec une autre femme, ma mère est morte jeune, et j'ai été jeté hors de ma propre maison. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le porche, le corps transi de froid. Cette douleur m'a suivi toute ma vie. J'ai juré de ne jamais laisser un autre enfant subir ce que j'ai subi. » Emily s'approcha, tirant doucement la manche de Linda, sa voix minuscule. « S'il vous plaît, ne les laissez pas vous faire du mal. » Linda se pencha, caressant doucement les cheveux de la jeune fille, son ton ferme. « Ne t'inquiète pas, il y a des choses qui, si elles ne sont pas dites, tu ne pourras jamais te pardonner pour le reste de ta vie. » Ce soir-là, les trois mangèrent en silence. Alors que Jonathan débarrassait la vaisselle, la télévision afficha un segment de dernière minute. Vanessa apparut à l'écran, assise à côté d'un homme grand et élancé aux cheveux poivre et sel bien peignés, Charles Whitman, l'un des avocats commerciaux les plus éminents de New York. La voix de Vanessa résonna, chaque mot précis. « Jonathan Reed exploite ses enfants pour s'emparer du domaine Carter. Nous porterons cette affaire devant les tribunaux pour demander justice. » La scène laissa Emily figée. Elle se tourna vers Jonathan, ses yeux se remplissant de larmes inquiètes. « Vont-ils nous emmener à nouveau? » Jonathan posa sa main sur son épaule, regardant droit dans ses yeux. Il ne répondit pas, mais dans ce regard, la promesse était plus claire que n'importe quel mot à l'écran. L'avocat Charles Whitman déclara « Nous prouverons que Jonathan Reed est inapte à la tutelle. » Jonathan regarda attentivement, pleinement conscient que la bataille juridique avait officiellement commencé. Jonathan éteignit tranquillement la télévision. Sur l'écran, quelques instants auparavant, Vanessa et l'avocat Charles Whitman parlaient encore sans fin, l'accusant d'exploiter les deux enfants. Emily serrait Michael contre elle, ses yeux remplis de peur. Jonathan tira la couverture sur les frères et sœurs, puis dit doucement « Demain, je t'emmènerai, toi et ton frère, dans un endroit spécial. Là-bas,
Vous ne vous sentirez plus seul. Le lendemain matin, la Mercedes noire s'arrêta lentement devant un vieux bâtiment dans le quartier de Roxbury. Une petite pancarte était accrochée au-dessus de la porte. Roxbury Community Center. Jonathan sortit, fit le tour de la voiture, souleva Michael dans ses bras, puis tendit la main à Emily. La petite fille hésita, regardant le bâtiment à la peinture écaillée et la porte en bois usée. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit? » demanda-t-elle. Jonathan sourit doucement, sa voix calme. « Cet endroit m'a autrefois accueilli quand je n'avais que les mains vides. Maintenant, je veux que tu le ressentes aussi. » À l'intérieur du hall, le son des rires et des bavardages remplissait l'air. Un groupe d'enfants était assis autour d'une table, coloriant avec des crayons. Emily, au début, s'assit seulement, serrant Michael contre elle, ses yeux prudents parcourant la pièce. Un garçon s'approcha, lui tendant une boîte de crayons. « Tu veux dessiner avec nous? » Emily hésita, puis tendit lentement la main vers un crayon. Sa main trembla lorsqu'elle fit les premières touches sur le papier blanc. De loin, Jonathan regarda l'image apparaître. Une petite maison simple, avec de la fumée s'élevant de la cheminée. À cet instant, les lèvres d'Emily se courbèrent très légèrement. Un vrai sourire, le premier depuis la mort de son père. Jonathan resserra inconsciemment sa prise sur la valise qu'il tenait. Pour la première fois, il vit dans ses yeux non seulement la peur, mais aussi une faible lueur d'espoir. Michael, niché dans ses bras, babilla soudainement, ses lèvres formant deux sons indistincts mais indubitables. « Da, da ». Jonathan se figea. Il n'avait jamais pensé qu'il arriverait un jour où un enfant l'appellerait ainsi. Il avait passé toute sa vie dans la froideur des tribunaux, n'entendant jamais un son qui l'avait secoué si profondément. Il baissa la tête et déposa un doux baiser sur le front de Michael, sa main tremblante mais pleine de détermination. Emily regarda et murmura. « Oncle, si papa était encore en vie, nous aurait-il amenés ici? » Jonathan se pencha, répondant lentement pour que la jeune fille puisse saisir chaque mot. « Ton père m'a une fois amené dans un endroit comme celui-ci, et c'est pourquoi nous nous tenons ici aujourd'hui. » Du coin de la pièce, une femme plus âgée s'approcha. C'était Madame Rosa, ses cheveux argentés encadrant une silhouette fine, ses yeux chauds de gentillesse. Elle se pencha doucement, soulevant Michael des bras de Jonathan et le berçant doucement comme pour l'endormir. « Mon Dieu, toutes ces années sont passées, mais je me souviens encore du jour où tu es venu ici, Jonathan. Tu tremblais comme ce petit. Te voir maintenant m'émeut vraiment. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent alors qu'elle se tournait vers Jonathan, réalisant qu'il n'était pas seulement un étranger, mais un morceau des propres souvenirs de son père. Elle murmura. « Elle te connaissait d'avant. » Jonathan hocha légèrement la tête, ne cachant pas la vérité. « C'est exact, c'est l'endroit qui m'a empêché de m'effondrer. » Une chaleur fragile venait de commencer à éclore, quand soudain, la télévision installée dans le coin de la pièce passa à une diffusion de dernière minute. Le visage de Vanessa apparut, aux côtés de l'avocat Charles Whitman. Elle pleurait dramatiquement, sa voix tremblante. Jonathan Reed exploite des orphelins pour se construire une fausse image de charité, afin de manipuler le domaine Carter. Immédiatement, le centre éclata en chaos. Une vague de reporters déferla de l'extérieur, les flashs des appareils photo explosant comme des éclairs, le son des obturateurs et un flot de questions urgentes remplirent l'air. « Monsieur Reed, est-il vrai que vous utilisez des enfants pour gagner la sympathie du public? Êtes-vous vraiment qualifié pour être le tuteur d'Emily et Michael? » Terrifiée, Emily agrippa fermement la veste de costume de Jonathan. Michael, effrayé, éclata en sanglots. Toute la pièce sombra dans le tumulte. Jonathan se pencha, murmurant à l'oreille d'Emily, sa voix ferme, un bouclier contre la tempête. « N'aie pas peur, nous dirons la vérité, et la vérité te protégera. » Les flashs des appareils photo illuminèrent le visage de Jonathan. En cet instant, il sut avec certitude que dès ce moment, la bataille ne se déroulerait plus dans l'ombre, derrière des portes closes. Elle était maintenant pleinement entrée dans la lumière publique. Le flash des appareils photo des reporters au centre communautaire persistait encore dans les yeux d'Emily alors qu'il partait. Jonathan posa sa main sur l'épaule de la petite fille, la stabilisant. Il savait que cette bataille ne se livrait plus derrière des portes closes. Elle avait été déployée comme un échiquier ouvert. Le lendemain matin, Jonathan reçut une invitation.
Vanessa voulait le rencontrer en privé dans une salle de conférence fermée à l'intérieur d'un immeuble de bureau à Midtown. Jonathan réfléchit, puis décida d'y aller. Il ne savait pas qu'Emily, inquiète pour lui, avait discrètement suivi et était maintenant assise dans le couloir, attendant. À l'intérieur de la pièce, Vanessa était assise, les bras croisés, une robe rouge moulante épousant sa silhouette, les lèvres courbées en un sourire froid. Richard était assis à ses côtés, une bague en or brillant sous la lumière, sa main faisant tourner un verre d'eau comme s'il se prélassait dans un bar. Vanessa commença, sa voix un sifflement aigu. Tu es tellement naïf, Jonathan. Ces deux enfants ne sont rien de plus que des clés. Tu les as sauvés seulement pour attirer le désastre sur toi. Richard sourit et intervint, son ton décontracté comme s'il parlait de quelque chose d'ordinaire. Nous nous sommes déjà occupés du shérif Dalton. Personne ne croira les paroles d'enfant. Tout le monde à Scarsdale sait qui détient vraiment le pouvoir. Jonathan ne répondit pas immédiatement. Il se renversa sur sa chaise, étudiant chaque clignotement de leurs expressions. Mais dehors, près de la porte, Emily se cachait près de la fissure, ses yeux grands ouverts, entendant chaque mot. La jeune fille serra les poings, son cœur battant la chamade, rempli à la fois de peur et d'une fureur montante qu'elle ne pouvait nommer. Sur le chemin du retour, Emily s'assit dans la voiture, silencieuse pendant un long moment, avant que sa voix tremblante ne brise enfin le silence. « Oncle, pourquoi les adultes mentent-ils si facilement? » Jonathan inclina le rétroviseur, captant ses yeux clairs et indignés. Il gara la voiture sur le trottoir, se tourna vers elle, puis ouvrit ses bras et attira Emily près de lui, parlant lentement. « Parce qu'ils ont peur de la vérité. Mais toi, tu ne l'as pas, et c'est ce qui leur fera perdre. » Emily pressa son visage contre sa poitrine. Elle ne pleurait pas, mais sa petite main agrippait fermement son gilet. Ce soir-là, Jonathan alla rencontrer Maria Santos dans son petit bureau à Brooklyn. Maria glissa un épais dossier sur le bureau, son regard vif et inflexible. « Voici ce que j'ai trouvé dans le serveur de la banque. Un compte secret au nom de David Carter. Il indique clairement que tous les actifs et les actions de l'entreprise seront laissés à Emily et Michael. Il n'y a pas un seul mot mentionnant Vanessa. » Jonathan tourna chaque page, son cœur battant. Emily, assise à côté de lui, se tut en l'entendant, puis murmura, sa voix se brisant comme si elle était sur le point de pleurer. « Cela signifie-t-il que papa a pensé à nous-mêmes quand il était parti? » Jonathan posa sa grande main chaude sur celle de la jeune fille et hocha la tête. « Et il a pensé à moi aussi. Il voulait que nous nous rencontrions pour protéger cette famille ensemble. » Emily releva la tête, ses yeux toujours humides mais plus clairs maintenant, comme si pour la première fois, elle croyait que l'amour n'avait jamais disparu. Maria ferma le dossier, sa voix s'abaissa mais était lourde. « Vanessa et Richard n'arrêteront pas. Je suis certaine qu'ils frapperont directement lors du prochain procès. Ce n'est que leur coup d'ouverture. » Jonathan serra la main d'Emily et regarda droit dans les yeux de Maria. Sa voix n'était pas forte mais dure comme l'acier. « Alors nous serons prêts. » Sur l'écran d'ordinateur de Maria, une notification apparut. Le greffier du tribunal venait d'envoyer le calendrier d'une audience d'urgence. La date officielle du procès de garde avait été fixée bien plus tôt que Jonathan ne l'avait prévu. Emily le regarda, ses petites mains agrippant toujours fermement les siennes, réticente à lâcher. La date du procès arriva plus vite que Jonathan ne l'avait prévu. Tôt le matin, il tint la main d'Emily et porta Michael alors qu'ils entraient dans le palais de justice de Manhattan. Dehors, des dizaines de reporters s'entassaient sur les marches, caméras et microphones pointés directement sur eux. Des questions fusaient de toutes les directions. « Miss Reed, exploitez-vous ces enfants pour obtenir le contrôle du domaine Carter? » « Emily, voulez-vous retourner chez votre belle-mère? » Jonathan protégea Emily, son regard froid transperçant les lentilles. Il ne répondit pas, se contentant de serrer Michael plus fort et de traverser directement les lourdes portes en bois menant à la salle d'audience. À l'intérieur, l'air était épais et tendu. Vanessa apparut dérapée d'un châle de deuil noir, son visage très maquillé feignant d'être pâle. Richard la suivit, vêtu d'un costume noir parfaitement coupé, son expression affligée soigneusement mise en scène. Tous deux prirent place au banc des plaignants avec l'avocat Charles Whitman devant. Les cheveux striés d'argent de Whitman étaient proprement peignés, sa voix profonde et stable,
sa réputation bâtie sur sa capacité à tordre n'importe quelle affaire devant le tribunal. Whitman se leva et commença. Votre honneur, Jonathan Reed a profité de la perte de la famille Carter. Il a enlevé ses 2 enfants sans le consentement de leur tutrice légale. C'est clairement un acte manipulateur visant à s'emparer du domaine. La galerie remua, certains reporters griffonnaient furieusement dans leurs carnets. Emily trembla, sa petite main agrippant la chemise de Jonathan. Il se pencha et lui murmura « Tu n'as plus à rester silencieuse. La vérité t'appartient. » Emily le regarda, prit une profonde inspiration, puis se leva. Sa voix était hésitante au début, mais chaque mot sonnait clair et ferme. Si elle nous aimait, pourquoi nous a-t-elle jetés hors de la maison le jour même de la mort de notre père? La salle d'audience tomba dans un silence absolu. Tous les regards se tournèrent vers Vanessa, son visage livide, ses lèvres tremblantes comme pour parler. Mais aucun mot ne sortit. Maria Santos, présente en tant que témoin, se leva. Elle plaça une clé USB sur la table des preuves et regarda directement le juge Patricia Coleman, une femme sévère d'âge moyen connue pour son équité et son intégrité. Maria parla, son ton stable. Ceci est la vidéo du tableau de bord de la voiture de M. David Carter. Avec la permission du tribunal, j'aimerais la présenter. L'écran s'alluma, la voix de David sortit, rauque mais résolue. S'il m'arrive quelque chose, protégez Emily et Michael. Vanessa et Richard ne sont pas dignes de confiance. Ils essaieront de tout prendre. La salle explosa. Vanessa trembla, ses yeux dardant sauvagement. Richard sauta sur pied, sa voix plus forte que d'habitude. Ne croyez pas ça. S'il n'y avait pas eu cet accident, il aurait tout exposé déjà. Il se figea, réalisant trop tard qu'il venait de se confesser devant tout le monde. Plusieurs reporters suffoquèrent. L'expression du juge Coleman se durcit alors qu'elle faisait signe au greffier d'enregistrer chaque mot. Emily fondit en larmes et se précipita dans les bras de Jonathan, serrant Michael étroitement. Il les serra tous les deux près de lui, murmurant pour qu'Emily seule puisse entendre « Tu as réussi, tu es plus courageuse que quiconque. » Jonathan leva les yeux et vit Maria lui adresser un petit signe de tête, un signe que la marée avait commencé à tourner. Le juge Patricia Coleman frappa son marteau, sa voix portant dans la chambre. La Cour considérera sérieusement la résiliation complète des droits de tutelle de Mme Vanessa Blake. Vanessa bondit, criant « Non, c'est ma famille, c'est moi qui décide. » Mais sa voix fut noyée par le coup ferme et résonnant du marteau. Le marteau frappa une dernière fois. La voix du juge Patricia Coleman résonna fermement dans la salle d'audience. La Cour déclare Jonathan Reed tuteur légal d'Emily Carter et Michael Carter. Parallèlement, Mme Vanessa Blake et M. Richard Hale seront poursuivis pour tentative de meurtre et fraude financière. La salle d'audience se figea dans un silence stupéfait, puis éclata en bruit. Certains reporters griffonnaient frénétiquement, d'autres se précipitaient de air pour annoncer la nouvelle. Vanessa cria et se jeta sur Jonathan, mais la police bloqua son chemin. Richard garda la tête basse, son visage rigide et pâle. À ce moment, Emily se précipita, serrant Michael étroitement, et courut droit vers Jonathan, sa voix se brisant dans un mélange de rire et de larmes. « Nous avons une maison maintenant, n'est-ce pas, oncle? » Jonathan s'agenouilla, ouvrant ses bras pour eux, son souffle se coinçant dans sa gorge. Pas seulement une maison, une famille. Emily enfouit son visage contre son épaule, Michael gloussa dans son étreinte. Jonathan les serra fort, réalisant une vérité simple. Il n'avait plus besoin de chercher où il appartenait, car cet endroit était déjà dans ses bras. Quelques jours plus tard, l'appartement new-yorkais de Jonathan semblait transformé. Linda Green, la voisine qui avait été témoin du jet des enfants, arriva avec une boîte de pâtisserie faite maison. Elle la posa sur la table, le doux parfum de cannelle remplissant la cuisine. Avec elle vint Miss Karen Monroe, l'enseignante d'Emily. Elle portait un sac de livres et quelques jouets d'apprentissage, des lettres pour Michael. « Emily, ta classe te manque beaucoup, mais je pense que tu me manqueras encore plus, » dit Karen avec un doux sourire. Pour la première fois depuis les funérailles, le son des rires d'enfants remplit l'appartement. Emily prit une bouchée de pâtisserie, ses yeux brillants, puis éclata de rire quand Michael essaya de prononcer « cookie ». Jonathan s'assit à regarder, sa poitrine gonflant d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Quand les invités furent partis, Jonathan appela Emily.
Il lui tendit une vieille photo. David Carter debout à côté d'un groupe d'enfants à l'orphelinat. Parmi eux, un petit garçon maigre, Jonathan lui-même enfant. Sa voix était lente. Ton père est celui qui m'a sauvé il y a de nombreuses années. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Tout ce que je fais maintenant, ce n'est pas seulement pour rembourser cette dette, mais parce que je me soucie vraiment de toi et de ton petit frère. Emily tint la photo, silencieuse pendant un long moment, ses yeux ne portant plus seulement la douleur de la perte, mais aussi une lueur de compréhension. Puis elle le demanda, sa voix petite mais ferme. Si papa était encore en vie, qu'est-ce qu'il penserait de nous? Jonathan s'assit à côté d'elle, regardant droit dans les yeux de la jeune fille. Il verrait que cette famille n'a pas été perdue, seulement changée de forme pour continuer à vivre, et il serait fier de toi. Emily hocha légèrement la tête, serrant la photo contre sa poitrine. Pour la première fois, Jonathan vit dans ses yeux non seulement de la tristesse, mais aussi de la confiance. Mais la paix ne dura pas longtemps. Ce soir-là, quand Jonathan alluma la télévision, un reportage apparut. Millionnaire Jonathan Reed et les enfants Carter. Est-ce vraiment une famille ou juste une performance mise en scène? Les images de lui tenant Emily et Michael au palais de justice passaient en boucle, accompagnées de spéculations. Plusieurs reporters s'entassaient devant l'appartement, brandissant des microphones et lançant des questions. Monsieur Reed, exploitez-vous la sympathie pour bâtir votre réputation? Emily se serra contre Jonathan, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Nous devrons le leur prouver, n'est-ce pas? Jonathan se pencha, sa grande main chaude se resserrant autour de la sienne. Ses yeux étaient durs comme l'acier, mais doux en même temps. Oui, et je promets que nous le prouverons avec la vérité de cette famille. Dehors, les flashs des appareils photo continuaient d'éclater. Jonathan comprenait clairement. La bataille pour la justice avait été gagnée. Mais la bataille contre l'opinion publique ne faisait que commencer. 1 an s'était écoulé depuis le procès historique. Les portes bruyantes des médias s'étaient progressivement fermées, cédant la place à une nouvelle vie. Jonathan, Emily et Michael vivaient maintenant dans une petite maison confortable à la périphérie de Manhattan, n'étant plus entourés par le luxe froid du penthouse. Cette maison était remplie de détails simples. Une vieille bibliothèque que Jonathan avait construite lui-même, des peintures d'Emily couvrant les murs, et un petit jardin arrière où Michael gambadait chaque matin. Un après-midi d'automne, la pâle lumière du soleil filtrait par la fenêtre. Jonathan était assis dans le salon, tenant le premier rapport de la fondation David Carter, l'œuvre de charité qu'Emily et lui avaient créée pour soutenir les orphelins et les familles ayant perdu des êtres chers. Dans le hall de la fondation, une grande peinture qu'Emily avait dessinée était accrochée à la place d'honneur. Son père, Jonathan, son jeune frère et elle-même, se tenant tous la main. Le tableau était simple, mais portait une vérité qu'aucun tribunal ni aucune opinion publique ne pourrait jamais nier. Emily s'approcha et tendit à Jonathan un petit carnet. « Regarde, oncle, c'est mon journal. » Jonathan feuilleta quelques pages. L'écriture était enfantine mais soignée. « J'ai 2 pères. L'un m'a donné la vie, l'autre m'a appris l'amour. » La gorge de Jonathan se serra. Il ferma le carnet et regarda Emily avec des yeux débordants de larmes. La jeune fille sourit simplement, puis l'enlaça comme pour dire que le vide dans son cœur avait finalement été comblé. Des rires résonnèrent de l'arrière-cour. Michael s'entraînait à marcher. Jonathan et Emily se précipitèrent dehors. Michael tituba en avant de quelques pas avant de tomber, mais au lieu de pleurer, il éclata de rire joyeux et leva les mains en criant « Papa !» Jonathan se figea, puis courut pour le soulever. Des larmes coulèrent sur son visage, mais sa bouche souriait toujours. Emily les serra tous les deux sur le côté. 3 personnes, une étreinte, comme si le monde entier n'existait plus que pour eux. Le jour le plus important de l'année était arrivé, le mémorial de David Carter. Dans la petite salle, amis, anciens collègues et ceux qui avaient été aidés par la Fondation se rassemblèrent. Jonathan portait Michael, Emily se tenait près d'elle, sa petite main agrippant une bougie. Ensemble, ils allumèrent 3 bougies, une pour David, le père qui avait laissé un héritage de gentillesse, une pour la mère décédée en donnant naissance à Michael, le symbole du sacrifice, et une pour leur famille aujourd'hui, une famille imparfaite mais débordante d'amour. Jonathan inclina la tête, murmurant devant la lumière vacillante. « Le plus grand héritage que nous puissions laisser n'est pas l'argent,
mais une famille qui s'est aimée. Emily posa sa tête sur son épaule. Michael applaudit joyeusement, tandis que la flamme oscillait. Les trois rirent ensemble, un sourire complet sans aucune ombre pour les hanter. Dans cette pièce baignée de lumière, Jonathan, Emily et Michael se tenaient côte à côte, leur sourire radieux prouvant que le mal avait été puni et que le bien avait finalement été récompensé. Une nouvelle famille était née, non pas de sang, mais d'amour véritable. Lorsque la dernière bougie fut allumée lors du mémorial, les sourires radieux d'Emily et Michael nous rappelèrent une vérité qui ne change jamais. Les méchants seront toujours punis et les bons seront toujours récompensés. Depuis le moment où ces deux enfants ont été jetés hors de leur propre maison, jusqu'au jour où ils ont trouvé l'étreinte chaleureuse de Jonathan Reed, le millionnaire qui portait ses propres cicatrices d'enfance, cette histoire nous a appris que l'amour a le pouvoir de surmonter toute perte et toute trace de haine. Des histoires réconfortantes, des histoires émouvantes comme celle-ci ne nous font pas seulement pleurer, elles réveillent aussi notre foi en la justice. Car là où il y a de l'obscurité, il y a toujours de la lumière qui attend, et la famille, qu'elle soit née du sang ou construite par l'amour, sera toujours le plus précieux des cadeaux qu'un être humain puisse jamais avoir. Qu'en pensez-vous de cette fin? Croyez-vous que la vérité et la compassion triompheront toujours sur la tromperie et la cruauté à la fin? Si un jour vous étiez témoin d'une injustice se produisant sous vos yeux, auriez-vous le courage de faire un pas en avant et de défendre ce qui est juste, comme l'a fait Jonathan? Je veux vraiment savoir ce que vous ressentez après avoir entendu cette histoire. D'où regardez-vous? Dans l'endroit où vous vivez, avez-vous déjà été témoin d'un moment où la gentillesse a parlé et apporté de l'espoir? Laissez un commentaire ci-dessous, car sur cette chaîne, je me soucie vraiment et je veux entendre vos propres histoires. Et si vous le souhaitez, je peux continuer à écrire sur le voyage d'Emily et Michael alors qu'ils grandissent avec leur nouveau père millionnaire, pour voir comment l'amour les a aidés à changer et à guérir.